Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier Monsieur Lanquin pour l'invitation pour nous. C'est avec grand plaisir qu'on peut débarquer de Luxembourg vers le sud, parce que pour nous c'est le sud et il fait bien plus chaud ici que dans notre hôpital, j'ai l'impression. Donc c'est déjà chouette. Le sujet de notre intervention, c'est le projet TARPI. Ce matin, on a déjà parlé en anglais. Ah ben voilà, on y est dedans aussi. Towards Alternative Modes of Restraint in Psychiatric Institutions. Wow! Ou la formation comme l'outil de prévention en psychiatrie. Donc, lors de cette séance, vous allez comprendre pourquoi ce titre. Alors, comme vous voyez, on est trois ici. La première, comme les dames d'abord, c'est Madame Carole Nicolas, qui travaille dans le même hôpital au CHNP que moi, au Grand-Duché de Luxembourg, et qui est responsable de formation continue et développement département de ressources humaines au CHNP. En plus, elle est psychologue du travail aussi. C'est peut-être une notion qu'il faut, ça explique peut-être pourquoi elle est là aussi. Le troisième, c'est Monsieur Lambert Géry, qui est kinésithérapeute à la clinique hospitalière Jean Titéka à Bruxelles. Et vous allez peut-être vous demander qu'est-ce qu'un kinésithérapeute fait ici. C'est parce que M. Lambert, il a une fameuse expérience, pardon? Excusez-moi, Libère. Il a une fameuse expérience parce qu'il travaille dans un service de psychiatrie déjà de 23 ans, chérie. Donc depuis 23 ans dans un service fermé aussi, semi-ouvert, avec beaucoup d'expérience en psychiatrie. Ensuite, moi-même, Wim Verwaas, moi je suis infirmier psychiatrique Verwaas. Pour le moment, je travaille comme cadre soignant à la direction de soins du CHNP à Ettelbruck. On est tous les trois ici parce que, à côté de tout ça, on est tous les trois formateurs pour la formation que nous avons développée, ce que vous allez comprendre. Alors, pour démarrer un petit peu, je ne vais pas faire comme au Finlande. Je pense que Luxembourg est moins exotique peut-être pour vous. Donc, mais je veux quand même mettre un peu le point pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là au CHNP. Juste pour vous expliquer qu'au CHNP, on a 3 entités. Ça paraît une grande institution. Je reviens aux chiffres. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a 3 entités chez nous. On a un département psychiatrique, donc un département psychiatrique. On a, pour cette psychiatrie, on a de l'hospitalier. On a aussi un hôpital de jour. Et ça va jusqu'aux soins psychiatriques à domicile. Alors, qui est-ce qu'on soigne? En fait, c'est tout le monde. On a un service de juvénile, on a un service de psychogériatrie, on a ce qu'on appelle chez nous une filière. Filière, c'est un enchaînement des unités, en fait, que le patient parcourt sur l'addictologie, de la psychiatrie générale. On a toute la panoplie. Alors, on est le seul établissement en réhabilitation psychiatrique au Grand-Duché de Luxembourg. Vous savez, on n'est pas la France non plus. Hein. Alors, pour situer, 744 collaborateurs pour toutes les entités confondues. Toutes les entités, ça veut dire psychiatrie, maison de repos, maison de soins, et on a une partie handicap mental, ce que nous, on appelle ça handicap mental, c'est à ne pas confondre avec handicap psychique en France, parce qu'on dit souvent en France, handicap psychique pour patients souffrant d'une maladie psychiatrique. Chez nous, c'est le retard mental. Donc, juste pour être clair, on parle bel et bien que de la psychiatrie aussi, ici dans ces exposés. Alors, je vais sauter un peu les chiffres. On a 237 lits hospitaliers pour la psychiatrie. Et pour vous donner juste une idée, on a 435 patients admis sur une année et 426 patients élargis la même année. C'était en 2016. Maintenant, c'est similaire en 2017. Alors, est-ce que c'est lisible sur grand écran? Parce qu'ici, c'est un peu petit pour moi. Je vous montre ici des statistiques sur la contrainte. Alors,
Pour les statistiques, je veux quand même vous déjà dire qu'avec des chiffres, il faut faire vraiment attention. Il y a beaucoup de qualiticiens ici, beaucoup de gens qui travaillent dans la recherche que nous, on ne fait pas en fait. Et donc, nous, on mesure quand même. Et ce chiffre-là, si vous voyez la ligne mauve au-dessus et vous voyez les années en dessous, ça va vous faire quand même réfléchir. Hein? Donc, on avait de plus en plus de mesures de contraintes, variant d'une unité à l'autre. Mais en gros, ça commençait à monter. Et la direction chez nous, elle a dit, oh là là, si on continue comme ça, où est-ce qu'on va atterrir? Parce que dans toute l'Europe, on parle de plus de contention du tout, moins de contention, moins de durée, moins, hein? Et nous, c'est plus. Donc, on n'est pas dans le monde. Donc, c'était très important pour nous, ce chiffre-là. Maintenant, pourquoi je montre ici le nombre, vous voyez, en 2015, on a un petit déclic. Hein, donc, on a descendu vers 2016, où le nombre en total a diminué. Alors, le slide suivant, c'est aussi les mesures de contrainte, mais la durée. Et on en a déjà parlé, Aurélie, elle a parlé de diminuer la durée. On peut peut-être discuter cela. Et ce que vous voyez ici, c'était la durée en 2015, n'était pas si haut finalement. Et en 2016, ça a augmenté. Qu'est-ce qui est le mieux? Diminuer le nombre ou augmenter? Maintenant, c'est des chiffres bruts, je vous le dis. Hein? Donc, il y a quand même différentes unités. Donc, nos interventions sont différentes d'une unité à l'autre, évidemment. Juste pour vous dire que les chiffres ici, c'est vraiment à prendre avec prudence et c'est les chiffres bruts. Pourquoi est-ce que je dis ça aussi? C'est parce qu'on a un phénomène que tout le monde connaît probablement, c'est que si on admet un patient ou deux patients qui sont du type assez agressif ou connu et avec tout ce qui va avec, ils font flamber du coup ce chiffre-là. Je ne sais pas si vous le connaissez dans vos hôpitaux, mais chez nous, ça, en tout cas, c'est comme ça. Néanmoins, ça nous inquiétait. Alors, les mesures de contrainte. On voulait donc la réduction du nombre de mesures de contrainte, la réduction de leur durée, ainsi que la prévention des événements indésirables, parce que les mesures de contrainte sont souvent liées à des événements indésirables. On en avait parlé déjà avant aussi. Et on s'est dit, ce n'est pas le problème du soignant. On s'est dit, c'est un problème institutionnel. On ne peut pas envoyer déjà des soignants à une formation, par exemple, et pour le reste, on va voir. Non, c'est devenu une priorité pour notre hôpital. Donc, à mon avis, le soutien d'une direction, si on veut travailler ça, c'est hyper important, pour moi en tout cas. Donc, des échanges réguliers ont lieu avec les instances nationales et européennes, comme on en a mentionné tantôt déjà aussi. Chez nous, au Luxembourg, on a un médiateur. On a le comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumain. Je pense que vous le connaissez aussi parce que je pense qu'ils viennent aussi ici en France. Hein. En outre, il existe aussi des prescriptions à la sécurité opérationnelle sur les stations psychiatriques et ça s'appelle au Grand Duché de Luxembourg l'ITM. Et maintenant, je dois demander, là, parce qu'il y a un équivalent en France que j'ai oublié, la parole de l'ITM. Je ne connais pas le nom en France, mais c'est tout simplement une instance qui fait des recommandations au niveau du Code du travail. Voilà, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui dit l'ITM maintenant? C'est quand même un peu comme une loi au Luxembourg, ou des recommandations moins. Alors, ils disent que le personnel, c'est des demi-phrases de texte pour ne pas vous encombrer avec plein de textes législatifs. Hein. Donc, le personnel doit disposer d'une formation. On ne parle pas du diplôme d'infirmier, d'une formation pour désescaler, etc. Le personnel devrait également avoir des connaissances pratiques dans les domaines suivants. Donc, la reconnaissance précoce des signes, dont Aurélie, elle avait déjà parlé aussi avant. La communication efficiente dans des situations de violence réelles et potentielles. Et les techniques d'intervention corporelle pour l'autodéfense. Donc, on est obligé de former le personnel. Ouais.
Donc voilà, on est obligé de former le personnel. Donc la formation continue s'est très vite imposée comme étant un moyen donc pour le CHNP de travailler sur la prévention des risques, de travailler sur les alternatives aux mesures de contention et de fixation, et aussi de travailler sur la prévention de la violence en psychiatrie. Donc tout ça a fait que bon, finalement on s'est focalisé sur des objectifs pour le développement de nos formations: soutenir les collaborateurs, soutenir le bien-être au travail, agir en respect des droits de l'homme, prévenir les risques et, in fine, viser la satisfaction des patients. Donc, on a travaillé sur plusieurs programmes de formation. On a surtout mis l'accent à partir de 2013 sur un programme de formation qui s'appelle d'Escalations Management. Alors, on s'était aussi intéressé à la formation Omega qui a été citée tout à l'heure. Et en fait, bon, au Luxembourg, on est en situation de plurilinguisme. Donc, la difficulté était aussi de trouver des prestataires de formation qui pouvaient à la fois donner un programme de formation à nos collaborateurs francophones et à nos collaborateurs luxembourgophones et germanophones. Donc voilà. Donc on a développé un programme de formation, donc un concept pour l'amélioration des rapports avec l'agression et la violence. On continue à ce jour, on a déjà formé 200 personnes, on vise 340 personnes, et donc on est aussi en train donc de former des formateurs, donc d'avoir 3 collaborateurs qui vont fidéliser le programme de formation en étant à la fois infirmiers mais aussi formateurs internes. Le petit constat qu'on a commencé à faire au fil du temps et qui s'est imposé à nous en 2015, bon c'est vrai, c'est un programme sympa, enfin sympa, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un programme qui met avant tout l'accent sur les techniques dites tactiles, donc c'est d'agir avant tout pour sa propre sécurité, la sécurité de l'équipe et la sécurité du patient, mais ça reste quand même un programme de formation qui ne met pas spécialement l'accent sur les compétences communicationnelles et sur la gestion des émotions. Donc on s'est tout doucement dirigé vers une autre piste, et notamment, ben voilà, on s'est dirigé vers la formation TARPI. Depuis 2009, le CHNP a initié pas mal de programmes d'échange européens, donc on a fidélisé plusieurs partenaires, notamment on a travaillé avec l'hôpital Jean Titeka à Bruxelles sur différents programmes qui visaient la prévention de la violence et les alternatives aux mesures de contention. Et ce nouveau projet TARPI qui consistait en une recherche-action, c'est finalement Titeka qui là est venu nous chercher en nous expliquant que cette recherche elle pouvait se terminer par le développement d'un programme de formation. Mais ça, je vais laisser Géry en parler plus spécifiquement, quoi. Bonjour à tous. Donc moi je vais un peu introduire l'origine, en fait, comment est arrivé ce projet TARPI. Alors comme viennent déjà de le sous-entendre Carole et Wim, bon, je suis sûr que c'est un peu comme ça chez vous aussi à la lecture de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Un des objectifs principaux pour tout un chacun quand on travaille en psychiatrie, c'est d'essayer de trouver des solutions pour réduire autant que possible le recours à la mise à l'ISO et à la contention. Alors en ce qui nous concerne, tout a commencé aux environs de 2011, lorsque le centre hospitalier Jean Titeka, donc l'hôpital qui m'emploie, a mené une enquête sur la qualité des soins auprès des patients. Alors ce qui ressortait de cette enquête comme étant vraiment une grosse tache noire sur le regard que portaient les patients sur leur suivi thérapeutique, c'est que la mise à l'isolement et la contention étaient vraiment vécues comme des situations traumatisantes. Là, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. À partir de ce constat, le CHJT a pris contact avec le laboratoire de recherche de la Haute École de Fray à Bruxelles. Ils ont fait appel à eux pour leur expertise dans le domaine de l'analyse méthodologique et de la conceptualisation des gestes professionnels. C'est ainsi qu'a vu le jour, sous l'égide de l'Agence européenne de formation, le projet Leonardo, portant justement sur une recherche d'alternatives à la contention et à la mise à l'isolement en milieu psychiatrique. Il s'agit donc d'un projet qui était supervisé par 2 formateurs de l'école de Fray et auquel ont participé une série de professionnels de la santé mentale issus de 3 instituts psychiatriques venant de 3 pays différents.
Nous avions le centre hospitalier neuropsychiatrique d'Ettelbruck, donc voici déjà 2 représentants, l'Institut Parnassia de La Haye aux Pays-Bas et forcément le centre hospitalier Jean Titeka de Bruxelles. Alors, durant le processus de recherche, nous avions décidé d'organiser nos sessions sous la forme de mobilité. Je vais m'expliquer. Par mobilité, en fait, on avait décidé d'organiser notre travail par des semaines à raison de 4 fois par an qui se déroulaient successivement chez l'un des partenaires. Ce qui nous permettait notamment, lors de ces mobilités, de procéder à des immersions professionnelles de 2 à 3 jours au sein des unités mêmes des partenaires. Donc on avait trouvé des accords parce que bon, il y a toute une série d'accords au niveau des assurances, mais donc on avait été amené à travailler avec eux et à observer un peu la manière dont chacun agissait dans des situations de crise. Et ainsi, surtout, d'échanger sur nos bonnes pratiques. Nous avons donc pu mettre en commun, durant ces 4 années de travail, nos différentes pratiques et notre expérience professionnelle afin d'essayer de repenser les dispositifs d'intervention dans la gestion des patients en crise. L'objectif final étant, comme je l'ai dit précédemment, de trouver des alternatives à la mise à l'isolement et à la contention physique. C'est le logo des partenaires. Bon, pour compléter aussi ce que disait Jerry, donc au niveau de tous ces team visits, ces échanges qui ont eu lieu entre les professionnels, donc quasiment pendant 2 années, en fait, la recherche-action, elle a duré quasiment tout ça. On a eu donc vraiment la possibilité entre chaque moment d'échange d'avoir vraiment des temps de rétroaction et d'intervision avec les formateurs de l'école de Frey. Donc il y a eu énormément de mise en mots sur tout ce qui s'était passé. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous semble bien? Est-ce que vous pensez le mettre en place chez vous? Comment est-ce que vous pensez le mettre en place chez vous? Et puis aussi, ils nous ont fait travailler sur un glossaire où finalement, on a dû définir tous ensemble des mots tels que contention, lien thérapeutique, relation, et tout ça a fait qu'on a caractérisé nos pratiques et en les discutant. Ce qu'on a fait aussi à la fin, c'est que on a travaillé sur des situations de l'activité de travail qui pouvaient poser problème, qui menaient souvent à la contention ou à l'isolement, et donc on les a travaillés dans le cadre de jeux de rôle. On les a discutés, on a filmé, on a rejoué, on a même enregistré nos commentaires pour pouvoir les recommenter après. Et tout ça, finalement, ça s'apparentait un petit peu à ce que la clinique de l'activité, la clinique du travail propose. On a traversé plusieurs cadres dialogiques pour finalement exprimer l'implicite sur nos pratiques. À la fin de tout ça, on s'est réunis et on a un petit peu priorisé tout ce qu'on avait pu identifier, et tout cet implicite et tout cet informel, finalement, on l'a formalisé dans un programme de formation, voilà, qui s'appelle toujours Tarpi, et qu'on est amené à donner, donc à animer tous les 3 au jour d'aujourd'hui. Alors, concrètement, là, on quitte la recherche-action pour rebasculer sur la formation. Donc, les objectifs de cette formation, c'est savoir mener une réflexion sur sa propre activité et ses émotions, et savoir mettre l'accent sur la relation comme moyen de prévention et de gestion des situations de crise. Donc, l'alternative aux mesures de contention qui est thématisée dans le cadre de la formation Tarpi, c'est la relation. Le programme, donc, finalement, ce que les formateurs de Frey nous avaient proposé dans le cadre de la recherche-action, au niveau de l'analyse de pratique, on l'a repris dans le programme de formation. Donc, les participants sont amenés à identifier des situations qui ont mené à la contention ou à la fixation, et à les discuter et à réfléchir si finalement il y aurait eu moyen d'agir autrement. On propose aussi des exercices pour reconnaître ces tensions physiologiques et psychiques face au stress. Les participants sont amenés à quitter la formation sur base d'un plan d'action individuel
en ce qui concerne leur réaction au stress. On rethématise les principes de relation d'aide, comme l'empathie, comme la congruence, comme le principe de non-jugement, au regard des situations de travail qui avaient été choisies et qui avaient fait l'objet de l'analyse de pratique. On présente un modèle de développement de la crise que Wim va vous présenter tout de suite là plus spécifiquement. Et puis, la clôture de la formation s'organise autour d'un plan d'action individuel, mais aussi collectif. Donc, on met beaucoup l'accent sur le pouvoir d'agir du collectif en envisageant la relation comme la meilleure prévention à la contention et à l'isolement. Mon slide favori, il est au moins coloré, n'est-ce pas? Alors, ceci c'est une des modules de la formation en réalité. Et en tout cas, ce slide-là, il va être imprégné dans la tête de tout le monde. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer brièvement. Ceci, c'est une courbe qui décrit en fait le taux de perte de contrôle que vous voyez à gauche. Et ça fait augmenter le comportement agressif. Donc, si le patient il a un taux de perte de contrôle qui est de plus en plus haut, son comportement va être adapté par rapport à ça. En bas, vous avez la ligne du temps. Alors, ce modèle-là qui a été décrit, en tout cas inventé par un monsieur de Hollande, parce que ça vient de la Hollande à la base, c'est la phase 0, ce qu'on appelle la phase verte. Le patient, il est en équilibre. Il n'y a pas de flèche bleue, vous remarquez. La flèche bleue que vous voyez, elle va vers la droite, qui est la phase 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Dans la formation, ça fonctionne comme ça. On va faire un petit brainstorming avec des gens de différents hôpitaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre unité quand l'unité est calme? Il ne se passe pas grand-chose, on est le soir, la TV allumée, quelques patients jouent au jeu peut-être, un jeu de société, c'est calme. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? On fait la réflexion ensemble, et en ce moment-là, nous, on va amener des éléments, par exemple, de la biothérapeutique, que certains d'entre vous connaissez sûrement des notions de base du milieu thérapeutique. Ah ben, c'est là déjà que ça se joue. Alors on répète un petit peu, on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est présent près du patient? Est-ce qu'on est dans le bureau, etc. Donc on discute, on fait une discussion. Un peu, on fait un peu du learning from each other qu'on avait dit. Ainsi de suite. La phase 1. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un patient qui a peur de perdre le contrôle? Il y a des signes, évidemment. Reconnaissance des signes, on l'avait dit déjà aussi. Comment est-ce qu'on reconnaît ça? Comment est-ce que vous reconnaissez ça dans le journalier, en fait? Et qu'est-ce que vous faites avec? Discussion, de nouveau. La phase 2, en orange, perte partielle du contrôle. Et j'ai mis des flèches exprès pour vous montrer un peu en général. Dans la phase 1, on fait le soutien du patient. À la phase 2, on va quand même mettre des limites. Comment est-ce qu'on met des limites? Ensuite, la phase 3, c'est la destruction, c'est la perte totale du contrôle et donc on va intervenir. Alors, l'intervention, c'est quoi? Et en général, les gens disent, ah ben c'est l'isolement, évidemment. Ah, évidemment, c'est pas. Est-ce qu'il y a des alternatives encore en ce moment-là? Comme nous, on appelle ça, dans notre programme, c'est le système de holding, ce que vous avez expliqué, Aurélie, à 5 sur un patient, qu'on le maintient, etc. C'est les médications, etc. Donc, c'est bel et bien des alternatives. Ensuite, on arrive à la phase 4. Okay, la phase, mais ça ne va pas si vite que c'est dessiné ici sur la courbe, évidemment. Mais la phase 4, c'est la phase de relaxation. Après, ça équivaut comme la phase 0. Et n'oublions pas, comme Aurélie a dit aussi, d'évaluer après, avec le patient, etc. Donc, comment est-ce qu'on va mener cette réflexion? Comment est-ce que vous évaluez dans votre unité ça? Vous voyez, c'est un peu l'objectif de la formation. Madame Nicolas, elle a parlé de la relation d'aide. Il y a beaucoup de soignants dans la salle, je crois.
Et je pense que beaucoup de soignants, ils savent ce que c'est une relation d'aide, n'est-ce pas? Moi aussi, je le pensais, je le savais. On a parlé du jeu de rôle. Là, donc on va filmer, comme Mme Nicolas l'a dit. On est dans une phase, la phase 1, la phase 2, quelque part par là. On va jouer le jeu. On va jouer. On va filmer, comme elle a expliqué, la relation d'aide là-dedans. Tout le monde oublie, tout le monde oublie, du coup, un peu les éléments essentiels de la relation d'aide. Alors, on les rediscute tout simplement entre nous. C'est pas parce qu'on a oublié ou pas parce qu'en théorie on le connaît, mais comment est-ce qu'on met réellement ça en place? Et c'est ce genre de choses qu'on fait constamment avec nos groupes de participants dans la formation. Ça va? C'est un peu, c'est très pratique en fait. Nous trois, on n'est pas formateurs. On est juste facilitateur, en fait, pour faire mener les gens en contact et discuter de certains trucs. Et une pratique qui se fait dans un hôpital ne se fait pas dans l'autre et l'inverse. Donc, on apprend l'un de l'autre. Vous voyez? Et donc, ceci, c'est un peu le fil rouge. Ce slide-ci, ça détaille un peu plus de ce que je viens de dire. Maintenant, ce qui est écrit en petit là, oui, c'est des réflexions, c'est juste, mais il y a beaucoup plus que ça, parce que nous, on fait aussi un résumé de ce qui est revenu des participants, évidemment. C'est juste à titre d'exemple. Alors, c'est la formation continue. Donc ben voilà, donc on en arrive tout doucement à la fin de notre présentation. Donc voilà. Donc, on a essayé de vous présenter un programme de formation qui voilà, l'alternative aux mesures de contention en psychiatrie, c'en est une. Voilà, c'est celle qu'on thématise dans le cadre de cette formation, c'est la relation. Wim l'a dit, quand on démarre ces formations, ce qu'on dit aux gens, c'est que nous, voilà, on va agir en facilitateur et on leur dit surtout que c'est eux qui ont les clés et qui ont les réponses. Nous, on n'a pas du tout la science infuse, on n'est pas des experts, en tout cas pas plus qu'eux. Notre rôle à nous dans cette formation, ça va être en fait de questionner leurs pratiques, de les amener à questionner leurs pratiques, et au niveau individuel et au niveau collectif, et que finalement, dans des situations où il y a eu contention et où il y a eu isolement, est-ce que finalement on aurait pu agir autrement ? À l'heure actuelle, bon, la formation TARPI, on l'a commencé donc dans le cadre du programme européen entre 4 partenaires, mais 3 hôpitaux partenaires. Donc il y a eu 5 formations qui ont été faites entre 2015 et 2016. Wim et Jerry vont continuer leur partenariat au mois de mars. Avant de laisser la parole à Jerry pour qu'il explique un petit peu les suites de ce qui va se passer en Belgique, en tout cas au Luxembourg, on est très content finalement de l'intérêt qui s'y passe, puisque on n'est pas très grand comme pays et on a la chance d'avoir un centre de formation qui est en fait le centre de formation des hôpitaux. Et par le biais de ce centre de formation, donc on programme des formations TARPI. Et c'est pas à notre demande à nous, mais finalement c'est à la demande des autres hôpitaux. Donc on a déjà réalisé une formation, on en a une la semaine prochaine et on en a une aussi en octobre. Et donc les formations TARPI, vraisemblablement, au niveau du Grand-Duché de Luxembourg, en tout cas, elles sont demandées de la part des professionnels de santé. Merci. Pour nous à Bruxelles, je ne vais pas rajouter grand-chose. Donc le principe, dans un premier temps, c'est forcément de disséminer la formation au sein de notre institut. Ces formations se donnent par groupe de 12 à 14 personnes maximum. On est un hôpital où il y a 300 membres du personnel, donc je pense que des formations, je vais en avoir pas mal à donner. L'objectif aussi, c'est de petit à petit former d'autres personnes qui puissent nous remplacer en tant que formateurs. Et ultérieurement, on va commencer à proposer cette formation aux autres instituts, voire dans les écoles d'infirmières, voire dans les écoles d'éducateurs, en adaptant simplement certaines parties de la formation. Peut-être qu'un jour, on sera amené à venir en France. En tout cas, on est déjà convié bientôt à Dijon, je pense, mais je ne sais pas exactement dans quel cadre. Mais donc voilà, c'est une formation qui, je pense, va encore nous tenir en haleine pendant quelques années.
Alors, je voulais revenir brièvement au point fort de notre formation parce que, écoutez, on demande toujours après une formation, est-ce que tout le monde est content de la formation? Est-ce qu'on a réellement appris quelque chose? Les scientifiques ici vont dire quel est l'impact de votre formation sur, à la fin, je vais revenir à la question, évidemment. À mon avis, ce n'est pas que la formation qui va déjà gérer ça, mais c'est un des éléments, comme je vous ai expliqué au début. Mais on est quand même très conscient et on veut savoir si les gens ont réellement appris quelque chose, au moins. C'est ce que nous, on peut faire à notre niveau. Alors, comme point fort de la formation, les participants, ils ont dit que le schéma avec les étapes de l'agressivité, ce que je viens de vous montrer aussi, est à retenir et à mettre en application avec les principes de Rogers et surtout les gestes de sécurité pour notre sécurité et celle des patients. Alors, ils ont redécouvert une vraie relation d'aide avec le patient. C'est ce que les soignants disent. Tiens, on a redécouvert la relation d'aide. Vous voyez? C'est un peu surprenant, je trouvais. La richesse des échanges via l'expérience de chacun. Ça, c'est le grand avantage si on met des gens de différents hôpitaux ensemble, parce que ça provoque un peu les échanges. D'ailleurs, c'est aussi ce qui se passe ici pendant la pause de midi. C'est fabuleux, ce genre de moment. Alors, nouveau outil de communication et approche thérapeutique pour faire face à une situation de crise au sein de l'unité. Et ils ont trouvé une très bonne ambiance en général. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en fait, ils trouvent que qu'il y a une bonne ambiance dans cette formation. Peut-être dû au jeu de rôle, on rigole quand même pas mal aussi, évidemment, c'est filmé, c'est pas anodin tout ça. C'est aussi voulu, évidemment, hein, qu'on crée un climat de confiance. On prend d'abord un peu le temps de se connaître entre nous, etc. Et donc, ça se voit à la fin quand on leur demande leur avis. Donc, le partage et interactivité avec les différents participants, le constat de leur vécu, prise de conscience sur les difficultés aussi. Parce que c'est facile de dire fais ceci, fais cela, mais ce n'est pas en réalité si facile à cause de beaucoup de contraintes qu'on connaît tous dans nos unités journalières. La prise de conscience donc sur les difficultés, la dédramatisation. Et puis, j'ai une réponse à mes attentes. Ça, c'était aussi un truc, voilà, on demande d'abord qu'est-ce que vous attendez de la formation. Tout le monde patoche un petit peu parce qu'ils n'ont pas encore eu la formation, comme on connaît tous. Et puis, à la fin, ils disent, ah ben, ça a quand même répondu à nos attentes. Donc, voilà. Alors, l'agressivité en psychiatrie, TARPI. Quelle est maintenant la conclusion à nous? Pour nous, le projet TARPI, c'est un projet qui a fait vraiment du sens. Ça a fait fureur au Grand-Duché de Luxembourg. Vous avez entendu le témoignage de Géry aussi à Bruxelles, ça se développe de plus en plus. Et comme Madame Nicolas a déjà dit, les autres hôpitaux, ils viennent nous voir maintenant. Est-ce qu'on ne peut pas la refaire un peu plus? Est-ce qu'on ne peut pas la faire en allemand, puisqu'au Luxembourg aussi, on a affaire avec le mélange de culture, le mélange de langue. C'est des questions qui nous parviennent. Donc, ça veut dire que c'est quand même estimé comme bien, quoi. On n'est pas complètement à côté. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par réflexion institutionnelle permanente à mener? Donc, ça aussi, c'est un message, c'est ce que je viens de dire ici aussi. Donc, quand même, une réflexion institutionnelle. Ça ne s'improvise pas. Et bien voilà, c'est notre dernière slide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.